Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. La presse nationale était au rendez-vous lors de la traditionnelle conférence de presse du guide spirituel des Ansar, regroupant les leaders spirituels les leaders religieux du GLSM. La rencontre s'est tenue ce mardi 20 décembre au domicile de Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, sise à Bankoni Djanginebougou. Reportage Moussa Fomba et Ibrahim Koulibaly. Faire le point du Mawlud de 2016, les questions touchant la vie de la nation, tels sont entre autres points abordés lors de la conférence de presse qui a réuni les hommes de médias autour du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, guide spirituel des Ansar. Cette année, le Mawlud avait pour thème « Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un exemple pour l'humanité. Tu as vraiment un excellent comportement. » Les presses parlaient, écrites et audiovisuelles pour tirer les conclusions de la semaine des Mawlud. Le Mawlud au Mali, depuis l'indépendance, est devenu une fête nationale parce que c'est chômé et payé, et ça a été voté depuis le temps de Alassane Maman Haïdara, le premier président de l'Assemblée nationale pendant la première république du Mali. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madan Aïdara, parce qu'il est devenu un repère pour l'islam authentique. On a fêté les Mawlud et on a dédié les Mawlud de cette année pour le changement de comportement, le côté moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète était un exemple pour l'humanité, parce que l'islam est universel. Selon certains participants à ce traditionnel point de presse, le guide spirituel des Ansar doit servir de modèle, de prédicateur pour un monde apaisé. J'apprécie très fortement à la fois la façon dont c'est organisé et la qualité de parole de chaque intervenant. La plupart des questions qui ont été posées étaient vraiment très pertinentes. J'inclus pas nécessairement la mienne. Et les réponses du guide sont vraiment une lumière pour tous les croyants. À mon sens, ce principe d'avoir des leaders spirituels comme le groupement des leaders spirituels du Mali devrait s'appliquer dans la plupart des pays. Ça a une vraie fonction de stabilité. Et le fait que les leaders se déplacent dans les sous-régions et dans chaque ville permet vraiment de véhiculer la parole de l'islam authentique et permet de maintenir cette tradition qui est celle à laquelle tous les croyants devraient être attachés. Lors de la séance questions-réponses, les journalistes ont exprimé leur satisfaction. Oui, mes impressions sont des impressions de satisfaction. Mawlud a aussi enregistré la présence du président de la République, plus un bon nombre de membres de son gouvernement. Alors, en plus de cela, il faut noter que Mawlud aussi a enregistré un déroulement paisible. Il n'y a pas eu d'insécurité. On constate que chaque année, de plus en plus, Aïdara enregistre un nombre aussi important, de façon grandissante, des gens qui viennent fêter le Mawlud chez lui, ici au Mali. Ça, c'est un phénomène qu'il est bon de noter et de saluer. D'abord, je vous remercie. Je remercie aussi le président de la République. Il a fait un déplacement pour aller au stade hier. Et puis il a chômé aussi lundi, vraiment à cause des Mawlud. On vous remercie aussi, en remerciant aussi le bon Dieu, parce qu'il a terminé ces Mawlud-là vraiment sans accident. Bon, on remercie tout le monde et on dit bonne année, bonne santé. À la question des journalistes sur le sujet de l'abandon des poursuites judiciaires engagées contre l'ancien président Amadou Toumani Touré, voté récemment par les députés, le guide spirituel des Ansar a salué l'initiative au nom de la réconciliation nationale. Cette conférence de presse, qui est à sa 6e édition, permet à l'opinion nationale et internationale d'appréhender la vision du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali dans sa démarche pour un islam authentique et tolérant dans un monde apaisé d'une part, et sa lutte contre le radicalisme religieux qui de nos jours fait de cette religion de paix et d'amour une religion de haine. Vivement l'édition prochaine.
Le procès en appel de l'ancien président tchadien Hissène Habré débute le 9 janvier 2017 devant la cour d'assises d'appel des chambres africaines extraordinaires, selon des sources concordantes depuis la capitale sénégalaise ce mercredi. Amadou Diarra. La nouvelle est tombée dans la matinée de ce mercredi 21 décembre à Dakar. Une information livrée par le président de la cour d'appel Wafi Ougadei qui sera en charge de ce nouveau dossier dans une ordonnance. Toutefois, il ne précise pas le calendrier des audiences. Cependant, la cour d'appel des chambres africaines extraordinaires ne jugera pas le fond du dossier, mais les éventuelles erreurs de droit du premier jugement qui avait abouti à la condamnation à la prison à vie pour Hissène Habré, précise la source. Reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de torture et viol, l'ex-président tchadien Hissène Habré a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à perpétuité par la Chambre africaine extraordinaire. Arrêté le 30 juin 2013, celui qui est considéré comme ancien dictateur était jugé depuis le 20 juillet 2015 par les Chambres africaines extraordinaires mises en place en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine UEA. Les CAE qu'Hissène Habré recusait et devant lesquels il refusait de s'exprimer ou de se défendre. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Les maladies non transmissibles comme le diabète, le cancer ou l'hypertension artérielle prennent des proportions inquiétantes en Afrique. Ce constat est contenu dans un rapport publié ce mardi. Le document souligne que les mauvaises habitudes liées à la vie citadine moderne sont à l'origine de l'augmentation de ces maladies. Tata Touré. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde mardi contre une augmentation des maladies non transmissibles en Afrique, telles le cancer ou le diabète, et résultant des mauvaises habitudes liées à la vie citadine moderne, de plus en plus courantes sur le continent. Dans une étude publiée mardi et pourtant sur 33 pays africains, l'OMS affirme que la plupart des Africains présentent au moins un des principaux facteurs de risque pour les maladies non transmissibles: fumer, la consommation abusive d'alcool, un régime alimentaire inapproprié, un manque d'activité physique, une hypertension. 4 millions d'Africains par an mourant d'une maladie non transmissible en 2020, pour 44 millions à travers le monde, estime l'OMS, selon laquelle ce chiffre dépassera en 2030 le nombre d'Africains mourant de maladies infectieuses comme le sida ou le paludisme. Selon Abdi Kamal Ali Salah, l'auteur du rapport de l'OMS, 46% des Africains souffrent d'hypertension, le taux le plus élevé au monde. Il attribue la hausse des maladies non transmissibles, qui inclut aussi les maladies cardiovasculaires ou les affections des voies respiratoires, aux changements liés au développement socio-économique du continent. Ici en Occident, les grands industriels de l'alcool, du tabac et de la maltouffe sont confrontés à une prise de conscience croissante de la population en matière de santé. Ce n'est pas le cas en Afrique, où le pourcentage de gens fumant quotidiennement varie de 5 à 26% en fonction des pays. L'auteur du rapport note par ailleurs que la consommation accrue de nourriture malsaine a pour conséquence que l'Afrique, paradoxalement, souffre à la fois d'obésité et de malnutrition. Selon l'OMS, 35% des Africains sont obèses et le temps passé sur une activité physique intense varie de 21 minutes par jour et par personne en Mauritanie, à 386 minutes au Mozambique. Il appelle dès lors les gouvernements africains à mieux financer ce secteur et à réorienter et à réorganiser l'ensemble du système des soins de santé. À présent, le reste de l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Marietou Diallo. Les résultats définitifs des législatives du dimanche 18 décembre en Côte d'Ivoire ont été rendus publics ce mardi. Le Rassemblement des oufietistes pour la démocratie en Côte d'Ivoire, RHDP, la coalition soutenant le président Alassane Ouattara, obtient la majorité absolue, mais le taux de participation au scrutin était de 34,1% seulement. Avec 167 sièges sur 255 possibles, la coalition présidentielle du RHDP est le grand vainqueur des législatives en Côte d'Ivoire. Il faut également noter les scores très importants réalisés par les candidats indépendants. Ils sont au moins 75 députés à être choisis par les électeurs.
Ce mardi 20 décembre s'est ouvert le procès des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle au Burkina Faso. Les 29 personnes, parmi lesquelles 2 civils, sont accusées d'avoir planifié en décembre 2015 une attaque à la maison d'arrêt et de correction des armées afin de libérer les généraux Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé et les militaires incarcérés dans le cadre de l'enquête du putsch de septembre 2015. À l'ouverture du procès, les avocats de la défense ont demandé son report afin de mieux s'imprégner du dossier. Les 29 personnes sont poursuivies pour détention illégale d'armes à feu, de munitions de guerre et association de malfaiteurs. Des faits suffisamment graves selon Maître Christophe Birba, l'un des avocats commis d'office. Il était l'un des hommes les plus recherchés de Guinée. Aboubacar Sidiki Diakité a été interpellé à Dakar au Sénégal et c'est la fin de 7 ans de cavale. Cette arrestation intervient quelques jours à peine après un appel conjoint de plusieurs ONG. Toumba Diakité, comme il s'est fait appeler, était en fuite depuis 2009 et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ancien chef des Bérets Rouges, accusé d'être responsable des massacres du stade de Conakry le 28 septembre 2009, le militaire avait tenté d'assassiner Moussa Dadis Camara, lui reprochant de vouloir lui faire porter l'entière responsabilité du massacre. Interrogé tout au long du week-end, il s'est montré coopératif mais a refusé de s'exprimer concernant d'éventuelles complicités ou soutiens. Pour rappel, au moins 157 personnes avaient été tuées par des militaires lors du rassemblement de milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle de Moussa Dadis Camara le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Jean Ping, se disant ouvert à toutes les options pour revendiquer sa victoire à la présidentielle, a ouvert son dialogue national pour l'alternance. Durant 5 jours de mobilisation, des propos ont suscité la colère des autorités de Libreville. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur parle de défiance à l'autorité de l'État et aux règles de la République et promet que les instances judiciaires prendront des mesures contre quiconque sortira de la légalité. Le gouvernement rappelle que le processus électoral est terminé. Toutes les voies de recours ont été utilisées et épuisées. Dès lors, le gouvernement de la République ne saurait ni accepter les propos irresponsables tenus par des acteurs politiques dont l'inclination à la haine et à la violence est devenue la seule motivation de leur engagement. Le gouvernement de la République, garant de la sécurité des personnes et des biens, ne saurait tolérer sous aucun prétexte des troubles à l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Quelques heures après la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, des violences ont éclaté en RDC, faisant plusieurs morts. Tout rassemblement de plus de 10 personnes était interdit, avait prévenu la police. Plusieurs quartiers ont été touchés, mais c'est dans la commune de la Katouba que les violences se sont concentrées. Dans la soirée, les crépitements de balles se faisaient toujours entendre et les miliciens continuaient de patrouiller aux alentours de l'aéroport, ont indiqué des habitants sur place. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, tout comme la Belgique, regrettent que les élections n'aient pas été organisées avant la fin du mandat de Joseph Kabila. L'Allemagne, elle, reporte indéfiniment les négociations sur la coopération en matière de développement prévues l'année prochaine. Enfin, tous ont réaffirmé leur soutien à la conférence épiscopale pour trouver une solution à la crise. Hier, mardi 20 décembre, le nouveau Premier ministre a beau rappeler au calme, à la paix et à la retenue, le climat est resté explosif à Kinshasa, la capitale, mais aussi Lubumbashi, Boma ou encore Matadi. Et ce communiqué avant de terminer, le bureau exécutif national du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali adresse en ces moments de commémoration des festivités du Maouloud les remerciements les plus sincères et les plus chaleureux à son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, pour son soutien moral, financier et physique qu'il a voulu volontiers à l'organisation des cérémonies du Maouloud 2016. Les remerciements vont également à son Excellence Modibo Keïta, Premier ministre, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur forte mobilisation et soutien à l'organisation des festivités du Maouloud 2016. Ce soutien du gouvernement à l'égard de la communauté musulmane
est un beau témoignage de votre engagement à nous accompagner dans la pratique d'un islam tolérant et pacifique. La communauté musulmane sait qu'elle peut compter sur vous comme elle l'a déjà fait dans le passé et se réjouit une fois de plus de la création du ministère en charge des affaires religieuses et du culte qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la pratique religieuse et du culte dans notre pays. Voilà, c'est ce qui me fait à cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.